En tenant compte donc du retard que nous avons accusé, je ne pourrai pas, en tout cas, vous communiquer la totalité du texte que j'avais prévu. Mais compte tenu de mon vécu, je vais essayer de vous parler de la filière équine au niveau aussi bien mondial qu'au niveau du Sénégal. Encore une fois, je remercie le CNG qui nous a permis quand même d'avoir l'opportunité de devoir expliquer à nos amis, en tout cas de la presse, la situation de la filière équine, surtout de la partie course hippique. Comme vous le savez, au niveau mondial, le cheval, quand même, je ne l'apprendrai à personne, a toujours été le meilleur ami ou le meilleur compagnon de l'homme dans ses conquêtes. Et je ne vais pas revenir sur l'aspect utilité au niveau des guerres, au niveau de l'agriculture, au niveau du transport et au niveau des sports dans son utilisation moderne actuellement. Je vais juste vous rappeler que dans la forme moderne des courses, les formes modernes sont apparues en tout cas au niveau de l'Europe, vers le XVIIIe siècle, ou le XVIe siècle plutôt. Et la partie que nous connaissons le mieux, c'est la partie française, en sachant qu'ils ont copié en tout cas l'Angleterre, qui a été en tout cas la patrie mère de l'amélioration génétique des chevaux utilisés au niveau des courses hippiques. Donc le pur sang anglais, c'est l'Angleterre, le pur sang anglais a été créé au niveau de l'Angleterre, vers le XVIe, XVIIe siècle. Et tenant compte de cette organisation qui avait comme soubassement l'amélioration des races au niveau de l'Europe, en sachant que les courses ont bien débuté au niveau du monde arabe. L'Arabie a bel et bien développé les courses hippiques bien avant, en tout cas à travers le pur sang arabe, les courses hippiques. Et pour développer l'amélioration génétique, après le rôle joué par le cheval dans les guerres et autres, l'Europe était obligée, en tout cas, de se rattraper en créant des centres à travers les haras pour créer l'amélioration génétique, notamment par la création de races adaptées. C'est ainsi qu'au niveau de la France, pour la première fois, sous le règne de Louis XIV, la première fois, on a fait état de course hippique. C'était vers 1638. Et depuis lors, il y a eu tout un dispositif qui a été mis en place au niveau de la France qui a abouti à la création de sociétés de course. La société de course, c'est un ensemble regroupant l'ensemble des éléments des courses, que ce soit l'élevage à travers les haras, que ce soit les courses hippiques, que ce soit le PMI. Et tout ça a un soubassement lié à une réglementation bien adaptée. Et étant donné que le Sénégal, après l'indépendance, sortait de l'organisation, en tout cas a hérité plutôt de l'organisation de la filière à travers cette organisation des courses hippiques et de l'élevage au niveau de la France, nous avions bien avant, en tout cas, hérité, en tout cas, de l'organisation. Au niveau, déjà avec, en tout cas au Sénégal, les chevaux sont classés, les chevaux de course sont classés suivant le gain et suivant l'âge. Et suivant l'âge, ils commencent à partir de 2 ans. 2 ans, donc il y a des chevaux de 2 ans qui courent, il y a des chevaux de 3 ans et il y a des chevaux adultes, c'est-à-dire à partir de plus de 3 ans. Donc voilà. Vraiment, le temps ne nous a pas permis d'entrer dans des détails qui auraient pu vous éviter, en tout cas, de nous poser certaines questions. Voilà. Mais de toute façon, les autres vont aller dans le même sens que moi. Il y a le colonel Barrault qui va
forcément vous parler de l'amélioration génétique quand il va intervenir sur le hara. Il y a Papsek et le président qui vont forcément parler également des questions liées aux courses. C'est une question qui nous revient très souvent. Vous savez qu'au niveau de l'administration, tout ce que nous faisons, c'est lié à des marchés publics. Et que ce soit au niveau du hara national, que ce soit ailleurs, en tout cas, tout est budgétisé. Et donc, nous n'avons pas un problème dans les normes de devoir, en tout cas, donner les certificats à temps. Mais quand quelque chose n'est pas, en tout cas, quand le budget n'est pas là, vous ne pouvez pas, en tout cas, donner les papiers à temps. Par contre, nous avons fait, en tout cas, des efforts. Depuis 4 ans, je pense que c'est cette année seulement où on a eu le retard le plus grand, c'est dû tout simplement à l'augmentation de la production. Il y a 2 ans, on avait jusqu'à 300 poulains par an, à peu près. Il y a 2 ans. Nous sommes actuellement vers les 600 et 700 même. Nous sommes en train de titiller les 700 avec le hara national qui a augmenté d'un coup, en tout cas, la qualité de ces produits. Et donc, certainement que c'est lié à ça, mais dans les normes, en tout cas, présentement, je sais qu'il y a certes un retard technique, mais il n'y a pas un problème vraiment par rapport à la disponibilité possible des certificats d'origine. À l'heure où je vous parle, je crois qu'il n'y a plus un seul certificat d'origine, en tout cas non établi. Peut-être que ce n'est pas encore disponible au niveau des éleveurs, mais je crois que tout a été fait. Il y a eu juste des retards techniques, ça existe partout. Il y a des problèmes d'ajustement dans chaque structure qui font qu'à un certain moment, vous avez vraiment de petits retards. Mais vraiment, je pense que c'était lié au fait qu'il y avait une augmentation subite des naissances. Et quand même, le document est un peu gros à établir. Voilà. Merci. Je pense qu'il faut revenir également sur les lenteurs liées au relevé de signalement classé. Là également, on se partage les responsabilités parce qu'il y a un dispositif technique, une gestion technique et administrative qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Élevage et c'est encadré par un arrêté, l'arrêté portant monde public des étalons des espèces asines et équines. Et dans les dispositions de cet arrêté, nous avons la mise à disposition. Quand vous importez par exemple un étalon, vous voulez importer, vous faites une demande d'autorisation d'importation. Et c'est la direction des services vétérinaires qui vous donne cette autorisation d'importation. Une fois que l'étalon arrive au niveau du Sénégal, avant d'être utilisé, vous faites une demande d'agrément adressée à la direction du développement des équidés. Et cette direction vous donne un agrément en mettant à votre disposition un carnet de saillie. Ce carnet de saillie permet de tracer toutes les utilisations de cet étalon à travers les saillies ou bien les inséminations. Vous savez qu'il y a différents feuillets, dont le feuillet de déclaration de premier saut. Dès le contact de l'étalon avec la jument, vous remplissez ce premier feuillet qui s'appelle déclaration de premier saut. Et c'est cette déclaration de premier saut qui doit être adressée à la direction du développement des équidés dans les 15 jours. Or, ça, c'est la norme. Ce n'est pas forcément respecté par tous les éleveurs, n'est-ce pas? Une fois la naissance également, il y a d'autres feuillets, la déclaration de naissance. Une fois que le poulain est né, vous devez l'instrumenter et le donner, l'instruire plutôt, et le transmettre à la direction du développement des équidés. Dans les 15 jours également, ou bien avant le sevrage, nous devons, ou bien en tout cas les agents qui sont les plus disponibles, doivent en tout cas faire le relevé de signalement et nous le transmettre. Et à nous d'établir le certificat d'origine. Donc dans toute cette chaîne, il y a aussi bien des lenteurs au niveau des éleveurs, parce que nous aurions pu appliquer tout simplement l'arrêté, les dispositions de l'arrêté. Et là, en tout cas, on aurait pu avoir tout un tas de blocages.
Mais dans notre politique, en tout cas je ne dirais pas de masla, mais nous essayons en tout cas, parce que beaucoup ne comprennent pas l'arrêté aussi, nous essayons d'aller dans le sens de sensibiliser, récupérer certaines situations aussi. Et c'est tout ça qui fait qu'il y a des lenteurs. Au niveau de certains haras aussi, comme le haras de Kébémer par exemple, ils font des inséminations en extérieur, des camps d'insémination artificielle, jusqu'au nord ou bien, je ne sais, au nord, au centre et autres. Et au moment, par exemple, de devoir déclarer ces poulains et autres, il y a souvent des retards pour récupérer toutes ces informations. Donc il y a toute une chaîne qui fait qu'il y a des retards, en tout cas avant que nous puissions établir le certificat d'origine. Donc vraiment la responsabilité est partagée à tous les niveaux pour les retards. Maintenant, une fois que ça arrive à notre niveau, effectivement, s'il y a des lenteurs, c'est à notre niveau. Mais dans les normes, si nous n'avons aucun problème, en tout cas technique, il n'y a pas de raison qu'il y ait un retard. Merci. Je voudrais déjà lever l'équivoque ou bien apporter une petite précision par rapport à la dénomination du haras national. Souvent, j'entends parler haras national de Kébémer. Pour être en phase par rapport au décret numéro 2004-112, décret numéro 2004-112 du 10 février 2004 portant création, organisation et fonctionnement du haras national, son article 1er consacre qu'il est créé un haras national. Point. Je comprends que souvent on ajoute de Kébémer, mais nous on préfère haras national implanté à Kébémer. Je considère que ça peut être réducteur et puisqu'il y a un décret et une organisation sur le plan administratif qui sous-tend tout cela. Cela dit, revenir peut-être sur une petite définition. C'est quoi un haras? Un haras, c'est un établissement où l'on élève des chevaux qui sont sélectionnés sur la base de leur performance, de leur force, de leur vitesse, chevaux mâles et femelles qui sont quelque part comme ici et qui sont destinés à la reproduction. Donc pour cette petite présentation, nous allons la passer en 4 points. D'abord, une petite présentation, je me répète, excusez-moi, en grand 1. Ensuite, nous verrons les activités du haras et ses réalisations. En 3, quelques contraintes et recommandations avant de terminer par les perspectives. Le haras national a été créé en 2004, je l'ai rappelé tantôt. Cela pour consolider la filière. Nous avons un cheptel équin qui compte un nombre de sujets très important. Nous sommes également un pays à forte tradition hippique et les autorités ont estimé nécessaire de construire une infrastructure de cette nature pour développer davantage les courses en passant par l'amélioration génétique essentiellement. Donc le haras a pour mission de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval. Ces missions couvrent notamment l'accueil de chevaux de qualité susceptibles d'améliorer la race locale, mais également de produire des chevaux qui pourraient participer à des concours nationaux et internationaux. Notre mission également, c'est de produire des chevaux qui sont adaptés aux besoins des populations et à notre climat. Pour cela, nous avons un conseil d'administration qui a pour rôle de définir les orientations stratégiques du haras national,
d'approuver l'ensemble des programmes que la Direction générale soumet pour la mise en œuvre ou bien des missions dévolues au ARA. Il y a également un comité technique et une direction générale. Sur le plan des ressources humaines, il y a deux catégories de personnel. Il y a un personnel détaché, c'est des fonctionnaires, une douzaine, et un personnel contractuel qui est actuellement en CDI, à peu près 43 agents. L'organigramme se présente ainsi qu'il suit. Nous avons, en dehors de l'agence comptable, 3 directions, à savoir la direction de l'administration générale et des finances. Il y a la direction de la reproduction et des statistiques, c'est celle-là qui s'occupe de toutes les questions relatives à l'amélioration génétique. Et vous avez également la direction de la santé animale et des loisirs. C'est celle-là qui s'occupe des aspects sanitaires et des aspects également ludiques, parce que nous considérons que le cheval est un tout. Il y a également les aspects récréatifs qu'il faudrait prendre en considération. Pour ce qui concerne les finances, notre budget ou bien nos ressources financières proviennent essentiellement de la subvention de l'État et des recettes issues des inséminations. En fonction de l'étalon que vous choisissez pour votre jument, ces tarifs varient. Il faut préciser que ces tarifs sont vraiment fortement subventionnés par l'État, parce que nous avons ici des étalons qui coûtent extrêmement cher, et si on voulait répercuter les coûts de production d'une dose de semences sur l'éleveur, nous considérons que c'est insupportable. Donc, pour vous donner un aperçu des prix, cela va de 50 000 francs à 10 000 francs. 50 000 francs pour les chevaux qu'on appelle de groupe, qui sont là. 22 500 francs pour les autres chevaux de qualité qui est moindre. Et 10 000 francs lorsque nous allons dans les terroirs. Par exemple, si on se déplace au nord, considérant que ces populations sont moins nanties, donc ils paient 10 000 francs par insémination. Je rappelle que le ARA national a coûté 4 671 125 093 francs et cela a été financé sur fonds propres de l'État du Sénégal. Nous sommes sur 250 hectares clôturés avec 27 chevaux, toutes races confondues, majoritairement composés d'étalons. Nous avons une situation géographique favorable, je faisais allusion à cela tout à l'heure. Nous avons un cheval, nous avons également des installations assez modernes. Les activités, elles tournent autour de 5 thématiques, à savoir l'amélioration génétique, l'insémination artificielle, la santé animale, la formation, la recherche de partenaires, mais également il y a d'autres types d'activités comme la culture fourragère et les loisirs. L'insémination artificielle, c'est quoi? En effet, il s'agit d'une technique de reproduction apparue dans les années 80. Elle consiste à récolter la semence d'un étalon, à la conditionner en dose et ensuite à placer cette dose dans les voies génitales d'une jument qui est en chaleur. Elle offre certains avantages d'ordre sanitaire, mais également d'ordre économique. D'ordre sanitaire, c'est que l'étalon et la jument ne seraient pas exposés à des contaminations de maladies sexuellement transmissibles, d'une part. Sur le plan économique, cela vous permet, par exemple, à travers l'insémination artificielle, d'avoir tout de suite une semence d'un étalon qui est en Europe. L'étalon ne se déplace pas, c'est la dose que vous achetez qui prend certainement un avion, un GP, avec tout le conditionnement requis pour vous trouver là. Et l'autre avantage économique, c'est que lorsque vous récoltez un étalon, vous pouvez faire inséminer en fonction du volume
récolter 5 à 10 juments. Or, si c'était en monte naturelle, c'est tout ce travail qui est fait par l'étalon qui ne va bénéficier qu'à une seule jument. Donc voilà un autre avantage. Donc voilà un peu quelques images. À gauche, vous avez le moment de récolte, un étalon sur une jument, mais on a dévié la verge de l'étalon pour l'introduire dans ce qu'on appelle le vagin artificiel que vous allez voir tout à l'heure. Après cet exercice, la semence, elle est récoltée. Après la récolte, elle est examinée au laboratoire. On va faire tout à l'heure ces étapes-là. Ensuite, il y a l'acte d'insémination. Il y a également un autre acte d'échographie pour évaluer si la jument est gestante ou non. Et sur la dernière photo, vous avez vraiment le fruit d'une insémination réussie. C'est beaucoup de poulains. En termes de résultats obtenus, nous avons présenté un tableau qui va de 2020 à 2024 et vous constaterez qu'il y a une nette progression en termes de juments inséminés et en termes de taux de gestation. Pour 2024, notre objectif était d'inséminer 700 juments et là, on se rend compte qu'on est à 703. Je salue quand même le travail de nos techniciens. Cela a été rendu possible grâce à notre politique de déploiement à l'intérieur des terroirs. Nous avons été à Nabadji au nord, nous avons été à Taïf dans le Diourbel, nous rentrons également de Boulal il y a 2 jours où nous avons inséminé plus de 340 juments. Donc voilà un peu un résumé de la cartographie de nos zones d'intervention. Et ce que je disais par rapport à l'année 2024 est résumé par cette diapositive-là. En haut, c'est au Hara national, parce que nous inséminons in situ à l'intérieur du Hara, mais nos interventions les plus importantes se passent à l'intérieur du pays à travers ce que nous appelons dans notre jargon des campagnes d'insémination, c'est-à-dire il y a des éleveurs à Louga qui se sont organisés et une équipe, après avoir récolté aujourd'hui tout de suite, prépare les doses et trouve les juments à Louga, part les inséminer et revient dans la journée. C'est ce que nous avons appelé les campagnes d'insémination et c'est différent des camps d'insémination. Donc les 212 prennent en compte les inséminations que nous avons faites ici au Hara national, c'est-à-dire l'éleveur nous trouve ici, et les autres que nous avons faites à travers ces campagnes d'insémination-là dans la galaxie du Hara, dans les zones qui ne sont pas très éloignées. À côté de ces campagnes d'insémination, il y a les camps d'insémination. Je m'explique. Le camp d'insémination, on s'est rendu compte que si on reste ici au Hara, on n'inséminera pas un grand nombre de juments. Or, aujourd'hui, la demande est extrêmement forte. On nous appelle de partout. C'est pourquoi nous avons développé cette stratégie de camp d'insémination qui consiste à déplacer le Hara en miniature avec un laboratoire, avec des étalons et des techniciens. C'est cela qui nous a valu le déplacement d'abord à Taïf où nous avons inséminé 35 juments. C'est peu, mais on s'est rendu compte que ce sont les produits qui sont nés, des métis qui sont nés mâles qui sont en train de reprendre la relève. Donc les populations sont en train d'utiliser les étalons métis 3/4 obtenus à travers les précédentes sessions pour les croiser à leurs juments. Nous avons fait vraiment un progrès énorme à Nabadji. L'année dernière, on avait inséminé 50 juments. Aujourd'hui, on en est à 100. Et à Boulal, d'où nous sommes rentrés avant-hier, on a inséminé 355 juments. J'ai mis en rouge 25 G, entendez cela par 25 juments gestantes. Et ça, c'est des chiffres approximatifs parce que nous n'avons pas l'exhaustivité des résultats. Parce qu'il s'agit après les inséminations, il y a une période d'évaluation. Il faut retourner sur le terrain avec les appareils pour avoir les résultats. Après le volet amélioration génétique, la santé animale, c'est un point très important. Parce que quand vous produisez des chevaux, il faut également un environnement
permettant de les prendre en charge quand ils sont malades. Donc, j'ai mis ici quelques photos pour vous montrer la dynamique de montée en puissance, j'allais dire, dans laquelle nous sommes en termes d'acquisition d'outils modernes pour pouvoir établir des diagnostics de plus en plus précis. Il s'agit d'un endoscope, il s'agit également d'une balance de précision. Je crois que je vais passer plus rapidement parce qu'on aura à faire tous ces ateliers-là. Donc voilà quelques images de cas cliniques qui ont été prises en charge avec succès. À votre gauche, vous avez un étalon pur sang qui a une blessure au niveau de l'épaule. C'est une déchirure quasiment qui a été suturée et qui a évolué favorablement. À droite, vous avez un cas de hernie ombilicale qui a été... on a fait une petite intervention chirurgicale en traitant ce jeune poulain-là. En termes de santé animale, il y a également le bien-être, il y a la maréchalerie. La maréchalerie, c'est une activité technique et artistique qui consiste à parer les pieds du cheval. Autrement dit, autour du cheval, vous avez beaucoup de métiers. Vous avez les vétérinaires, vous avez les jockeys, vous avez les entraîneurs, vous avez également ceux qu'on appelle les maréchaux ferrants, pour lesquels la formation nécessite beaucoup de compétences et beaucoup de technicité. La formation. Aujourd'hui, le Hara national est devenu, j'allais dire, une plateforme pour les étudiants parce que, avec cette vision de l'État, à travers la création de plus en plus d'écoles de formation professionnelle, nous recevons de plus en plus de demandes qui sont illustrées à travers cette photo. En haut, vous avez la visite, le voyage d'études de l'ENOA. À gauche, vous avez l'ISEP de Thiès et à droite, l'école vétérinaire. De plus en plus, nous recevons des stagiaires et parfois même nous encadrons des thésards en médecine vétérinaire ou même l'année dernière, on a encadré une jeune étudiante de Ziguinchor qui a travaillé sur la mise en place d'une technologie pouvant permettre de diagnostiquer précocement une jument gestante à travers une imagerie. Donc, on a eu à encadrer cette étudiante-là qui a soutenu son mémoire. La recherche de partenaires, elle nous permet de trouver des organismes nationaux ou internationaux capables de nous accompagner. Et là, j'ai mis tout de suite le CNG Courses hippiques comme partenaire. C'est cela qui nous a permis d'organiser cette session ici. À côté, il y a la Société royale d'encouragement du cheval du Maroc, avec qui nous collaborons depuis 2012. Et cette société nous a donné l'occasion d'envoyer nos agents en formation à l'école, à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, à la clinique équine du Maroc. Mais également, cette collaboration nous a valu le don d'étalons comme King Charlemagne, qui a eu des produits ici, Scooby-Doo, et j'en passe. Comme autre partenaire, nous avons le Hara du Kenya en France. C'est ce partenaire-là qui a offert au Hara l'étalon Calvos, dont les produits sont en train de faire des merveilles dans les courses. Je citerai deux exemples. Il s'agit de l'âme taureau qui a été vendu l'année dernière à 30 millions et Wish You Were Here, cédé cette année à plus de 30 millions. Je considère que le cheval est une véritable industrie. Cet étalon qui nous a été offert gracieusement a permis, par exemple, de rendre, j'allais dire, riches quelques éleveurs. Et c'est le but entre autres, c'est le but de l'amélioration génétique de la race chevaline. Autre activité, nous avons les cultures fourragères que nous essayons de mettre en place pour produire l'aliment que nous donnons aux chevaux pour leur entretien. Il y a également des activités de visite des élèves que nous recevons assez régulièrement parce qu'ils considèrent que le cadre est très approprié, le cadre est enchanteur pour des activités récréatives. Avant-hier, nous avons reçu
l'équipe de football de Kébémer, l'ASC Yonwi, qu'on a aidé dans le cadre de leur déplacement. Ils se croiraient comme des stars ici et je crois que tout cela contribue à mettre en valeur le Hara national. Les contraintes, j'allais dire qu'elles sont d'ordre budgétaire, mais je voudrais vous rassurer que l'État prête une oreille attentive par rapport à nos besoins et cela au regard de tous les investissements qui sont consentis pour nous permettre d'être en phase ou bien pour nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Donc les recommandations, nous allons faire le plaidoyer avec vous également pour faire en sorte que les ressources budgétaires soient revues à la hausse. Mais il nous faudra également exploiter les potentialités touristiques que nous avons en essayant de trouver des partenaires qui seraient disposés par exemple à mettre en place ici un réceptif et accompagner cela par des activités de balade à cheval, des activités équestres qui pourraient certainement attirer nos populations. Les perspectives, aujourd'hui, nous voulons être un centre de référence en reproduction et en clinique équine. Ça, vraiment, c'est l'une des ambitions du Hara, être une vitrine pour surtout la sous-région en termes de cheval. L'autre point, il s'agit de poursuivre la dynamique d'expansion dans les terroirs en créant des annexes du Hara national, par exemple au nord, mais également partout où le besoin se fera sentir. Il s'agit également d'organiser de grands événements autour du cheval, comme un salon du cheval à l'instar du Maroc, mais aussi créer un centre de formation aux métiers liés au cheval. Enfin, il s'agira de mettre en valeur le foncier du Hara, comme je l'ai dit tantôt. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Chers invités, vous les journalistes, nous sommes vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui ici au Hara de Kébémer, au Hara national de Kébémer. Donc, je m'en vais vous faire un petit résumé de ce que le CNG a retenu cette année en termes de règlement de compétition. Parce qu'il faudrait comprendre que les courses hippiques, c'est une discipline sportive et que chaque discipline sportive est régie par un code. Et ce code-là, chez nous, on l'appelle le règlement de compétition, qui est fortement adossé à un décret qui, dans le cadre de la hiérarchie des normes, est supérieur. Donc, en résumé, on essaie d'élaborer un document qui se base sur ce décret-là et qui respecte les textes pour que les gens puissent, surtout les commissaires, juger à partir de ce règlement de compétition-là. Donc, l'année passée, on a eu à travailler avec le règlement de compétition de 2023, avec quelques modifications qui ont été basées sur des consensus. Mais cette année, le CNG a élaboré un nouveau règlement de compétition qui sera la base de la prise de toute décision au niveau des courses hippiques. Et ce règlement-là, il s'applique à l'ensemble des acteurs de la filière, que ce soit des propriétaires, que ce soit des entraîneurs, des jockeys, que ce soit des maréchaux ferrants, que ce soit les amateurs ou les spectateurs. Tout le personnel qui se retrouvera au niveau de l'hippodrome sera régi par ce code des courses qui est appelé règlement de compétition. Donc c'est un règlement en fait qui est composé de 32 chapitres. Et au niveau de ces 32 chapitres, nous avons élaboré 100 articles. Ce serait vraiment très facile de vouloir déchiffrer tous ces 100 articles, mais on va juste parcourir un peu ces chapitres-là et pour vous donner un aperçu de ce qui est pris en compte dans le cadre de ce règlement de compétition-là. Au niveau du chapitre 1, nous avons les dispositions générales. Ces dispositions générales parlent un peu de l'applicabilité de ce règlement. C'est ce dont je viens de parler. Il est applicable à tous les acteurs de la filière. Au niveau du chapitre 2, c'est les autorisations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit le propriétaire, le jockey, l'entraîneur, ils ont tous besoin d'autorisation pour pouvoir participer aux courses hippiques. Donc ce chapitre traite spécialement des autorisations. Il y a l'organisation et le contrôle des courses. L'organisation qui est du ressort du CNG, mais de temps en temps également du ressort des promoteurs.
C'est l'occasion de dire qu'au niveau des promoteurs également, le CNG a élaboré ce qu'on appelle le cahier de charge des promoteurs. Autant il est en train d'élaborer le cahier de charge même des médias qui sera disponible. Ce n'est pas encore le cas, mais on travaille là-dessus et on espère le rendre disponible sous peu de temps. Au niveau des courses hippiques, on a un chapitre qui s'appelle le mandataire. Le mandataire, c'est une personne qui a les ressources, ou bien qui a en tout cas les capacités de représenter une autre personne. Moi, je suis propriétaire, je ne suis pas présent, mais je donne mandat à quelqu'un pour qu'il me représente au niveau des instances du CNG. C'est le chapitre 4. Le chapitre 5, il traite de l'âge et de l'identité des chevaux. Donc, il faut comprendre qu'avec l'élevage, tous les chevaux sont identifiés avant qu'ils ne puissent participer aux compétitions. Et tous les chevaux aussi doivent avoir la tranche d'âge comprise entre 2 et 12 ans. Le chapitre 6 traite de la classification des chevaux et des distances. Parce que l'ensemble des chevaux qui sont recensés font l'objet de catégorisation. Et c'est cette catégorisation-là qu'on appelle la classification. Et pour chaque catégorie, il y a des distances qui leur sont dédiées. Donc ce chapitre-là traite de cette classification et des distances. Il y a le chapitre 7 qui traite de la formation et de la qualification des jockeys. On ne peut pas venir par un pur hasard et devenir jockey. On est obligé de passer par une formation. À l'issue de cette formation, un quitus est délivré. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont vérifiés, notamment les certificats médicaux et autres, qui puissent en tout cas permettre à la personne de pouvoir valablement être un jockey. Donc c'est un ensemble d'éléments qui est traité au niveau du chapitre 7. Le chapitre 8, lui, il traite des engagements. Les engagements, c'est les montants que les chevaux doivent payer pour pouvoir participer à la course. Ça permet à l'organisation de prendre certains frais. Donc c'est le chapitre 8 qui le traite. Il y a un volet important au niveau du chapitre 9, c'est les conditions d'éligibilité au Grand Prix du chef de l'État. Le Grand Prix du chef de l'État, c'est la plus grande course au niveau du Sénégal. Et c'est la course que tout propriétaire rêve de gagner. Pour pouvoir prétendre participer à ce Grand Prix-là, il faut déjà une qualification qui se joue. Et cette année, il y a des règles qui ont été nouvelles, qui ont été mises en place, parce que par le passé, on a vu qu'à chaque fois, il y avait de petits couacs. Cette année, on a fixé des règles intangibles. On a fixé le nombre de chevaux qui peuvent prétendre participer à ce Grand Prix-là. Et ce nombre de chevaux-là, si vous ne faites pas partie de ces chevaux, vous n'avez aucune chance de participer au Grand Prix du chef de l'État. Il y a le chapitre 10 qui traite du rond de présentation, de la piste et de la salle des commissaires. À ce niveau, le plus important, c'est qu'il faut comprendre que la salle des commissaires est un espace réservé. La piste également et le rond de présentation, c'est des espaces réservés aux jockeys, aux entraîneurs et aux commissaires. Le public n'a pas droit à ces espaces qui sont réservés. Exceptionnellement, les journalistes qui sont accrédités peuvent accéder à certains de ces espaces. C'est traité au niveau de ce chapitre. Au chapitre 11, nous traitons des départs. Les départs, c'est l'ensemble des procédures qui régissent le départ des chevaux. Quand il y a des incidents, comment il faut les régler, etc., etc. Le chapitre 12 traite des chevaux qui ont des difficultés au niveau du départ. Parce que vous savez que nous utilisons des boxes de départ, c'est ce qu'on appelle les stalles de départ. Il peut arriver qu'un cheval qui n'est pas bien dressé, qu'on ait des difficultés à le faire rentrer. Donc à ce niveau-là, il y a des mesures qui sont prises pour permettre à ce cheval-là de pouvoir participer à la course. Et éventuellement, si toutes les mesures prises pour l'aider à participer ne lui permettent pas de prendre le départ, le cheval est distancé ou en tout cas ne participe pas, il est déclaré non partant. Le chapitre 13 traite des arrivées, des réclamations et des recours. Parce qu'il faut comprendre que lors de la course, il peut y avoir des incidents de course. Et quand il y a des incidents, les propriétaires, les jockeys ou les entraîneurs peuvent aller vers les commissaires pour faire des réclamations. Donc ce chapitre-là traite des réclamations, comment on va les gérer. Il y a le chapitre 14 qui parle de l'ouverture d'une enquête et des constats d'hygiène. Une enquête est ouverte à chaque fois que les commissaires constatent qu'il y a eu des irrégularités durant le parcours de la course. Ou bien, quand une réclamation sérieuse leur est adressée, ils peuvent ouvrir une enquête pour essayer d'avoir en tout cas des éclaircissements sur cette réclamation-là. Il y a le chapitre 15 qui parle des contrats de prestation et des taux de rémunération applicables aux jockeys et aux entraîneurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les jockeys ont des contrats avec des propriétaires. Et ces contrats-là doivent être systématiquement déposés au niveau du CNG parce qu'il peut y avoir des litiges. Et il n'y a que le CNG qui peut délibérer au niveau des courses parce qu'il est délégataire de pouvoir. Le CNG représente le ministère des Sports. Quand il y a des litiges entre des propriétaires, des jockeys ou des entraîneurs, c'est l'organe la plus indiqué
pour pouvoir trancher. Maintenant, si les délibérations de cet organe-là ne satisfont pas aux différentes parties prenantes, ils peuvent se permettre d'aller peut-être en justice. Au niveau du chapitre 16, on parle des allocations. Les allocations, c'est les montants qui sont payés aux chevaux. Le chapitre 17 parle du comportement des jockeys. Comment un jockey il doit se comporter au niveau de la course. Et le chapitre 18, c'est vraiment un point très important qui a fait l'objet de plusieurs discussions l'année passée, c'est de la position assise et du toucher de la selle. Parce que l'année passée, à plusieurs reprises, il y a eu beaucoup de réclamations sur certaines positions des jockeys qui avaient fait l'objet de certaines décisions assez controversées et tout, mais cette année-ci, le CNG a discuté de cette position assise et du toucher de la selle et a fait un chapitre pour déterminer quelles sont les positions qui sont autorisées aux jockeys. Il y a une nouveauté également, c'est l'usage de la cravache. Parce qu'on a tantôt parlé de bien-être animal. Par le passé, au niveau de nos courses, il n'y avait aucune limitation au niveau du nombre de cravaches. Et vous allez en France, un jockey n'est pas autorisé à donner 4 coups de cravache à son cheval. Aujourd'hui, au Sénégal, par le passé, un jockey qui donne 100 coups de cravache, il n'était pas puni. Cette fois-ci, il y a des mesures qui ont été prises par le CNG. On ne peut pas donner plus de 15 coups de cravache. Et ce n'est qu'un début. Nous espérons que dans le futur, qu'on va arriver au niveau de ce qui se passe au niveau de l'international. Il y a les sanctions qui sont applicables aux propriétaires, aux entraîneurs et aux jockeys. Autant les jockeys sont sanctionnés, les entraîneurs et les propriétaires également sont sanctionnés. Il y a un chapitre spécialement qui traite de ça. Il y a un chapitre également qui traite du contrôle antidopage. Un chapitre qui traite de l'interdiction du tabac, de l'alcool et autres substances au niveau de nos hippodromes. Dans le cadre de la décentralisation, qui est une mission qui est dévolue au CNG, le CNG a une politique également d'appui à ces structures-là. Il y a un chapitre spécialement dédié à l'appui aux structures décentralisées qui permet de les accompagner pour qu'on puisse organiser des courses au niveau des différentes localités, pas seulement à Thiès ou à Rufisque, mais pour qu'on puisse aller à Khombol, pour qu'on puisse aller à Dara, pour qu'on puisse aller à Ndanda, à Kébémer, etc. Pour vraiment promouvoir la culture des courses. Il y a un chapitre qui parle de la déclaration des couleurs également, parce que tout propriétaire monte avec des couleurs. C'est l'équivalent des maillots, maillots de Chelsea, maillots de Barcelone. Les propriétaires de chevaux ont des maillots. En fait, c'est ce qu'on appelle les couleurs, mais ils sont tenus de les déclarer. Et une innovation également, on a prévu ce qu'on appelle des distinctions. Cette année, nous comptons primer ceux qui se sont distingués, notamment on compte mettre en place ce qu'on appelle la cravache d'or, on compte mettre en place le meilleur propriétaire, le meilleur jockey, le meilleur entraîneur. Toutes ces innovations sont prises en compte dans le cadre du règlement de compétition et font l'objet de grilles d'évaluation. Il y a des critères spécifiques qui ont été élaborés pour déterminer qui sont les meilleurs. Il y a le chapitre 27 qui parle des opérations avant la course. Les opérations avant la course qui vont depuis la pesée jusqu'au départ. C'est un chapitre spécial qu'il traite. Mais également, il y a un chapitre qui parle de l'état sanitaire des chevaux. Parce qu'il faut comprendre qu'un cheval, pour qu'il puisse participer à une compétition, doit être sain. Un cheval sous traitement, il est interdit de compétir. Donc l'état sanitaire a été évoqué au niveau du règlement et nous serons appuyés par des vétérinaires pour nous assurer que tous les chevaux qui compétissent ont un état sanitaire vraiment satisfaisant. Il y a la protection médicale des personnes autorisées à monter. Aujourd'hui, autant ces chevaux doivent être en bonne santé, mais les jockeys également et les entraîneurs doivent être en bonne santé. Et à ce niveau, il faut comprendre que le CNG, avant la délivrance de licence, demande que les jockeys souscrivent à une police d'assurance, parce que c'est cette police d'assurance-là qui va les couvrir en cas de problème. Il y a les sanctions également. En fait, il y a le cas des jockeys aussi qui ne remplissent pas leur engagement de monte. Il peut arriver par exemple qu'un jockey qui n'est pas sous contrat discute avec un propriétaire pour monter pour lui. Arrivé au niveau de la course, il voit qu'on lui propose un autre cheval qui a plus de chance. Il rompt ce contrat verbal qu'il a eu avec un propriétaire pour aller monter avec quelqu'un d'autre. Là aussi, des mesures seront prises et c'est bien élaboré dans le règlement de compétition. La montée en suspension, on en a parlé, c'était le cas de la position assise, la position de toucher. Mais on a défini clairement ce que c'est une montée en suspension. Également, dans les annexes, on a déterminé qu'est-ce qui justifie le distancement de certains chevaux au niveau de la course, pour donner en tout cas un ensemble d'éléments aux jockeys, aux entraîneurs et aux propriétaires. Et moi, je les invite, le CNG les invite vraiment
à s'approprier de ce règlement de compétition-là qui va sortir, il faudra le maîtriser. Autant les commissaires doivent le maîtriser, autant les jockeys, les entraîneurs et les propriétaires doivent le maîtriser. Ça va faciliter le travail aux commissaires, ça va faciliter le travail aux jockeys, mais même vous, acteurs de la presse, ça va vous faciliter le travail parce que vous pouvez donner des arguments valables de la cause de telle décision, de telle sanction ou de telle autre décision. En tout cas, en résumé, c'est ce qui revient un peu de ce qui est le contenu de ce règlement de compétition que nous comptons publier le 1er novembre, Inch'Allah. Donc la date de publication a été fixée déjà. Le 1er novembre, nous allons publier le nouveau règlement de compétition pour que les gens aient suffisamment de temps. Je pense que si on s'y met pour 1 mois, avant que les courses ne s'ouvrent, on pourrait vraiment valablement connaître le contenu au moins à 90%. En gros, c'était ce résumé que je voulais partager avec vous sur ce qui est dans le règlement de compétition que nous allons utiliser cette année pour départager les différents compétiteurs. Je vous remercie. Vraiment, merci mon colonel. Vraiment, ça me touche. Je pense que c'est un cadeau qui revient à toute la filière et toute l'équipe du CLG. Je pense que nous arrivons à la conclusion de ce séminaire enrichissant où nous avons pu échanger, apprendre, construire ensemble. Je tiens à saluer le déroulement exemplaire des ateliers et à exprimer ma gratitude envers mes collaborateurs, dont l'engagement sans faille a permis d'atteindre ces objectifs. Je demande à l'assistance de le donner. Et je suis particulièrement impressionné par l'intérêt que chacun de vous, journalistes, a porté à cette formation. Cette implication est le reflet de votre professionnalisme et de votre désir d'informer avec précision et rigueur. Cette initiative s'inscrit dans un processus plus large. Suite à la formation des jockeys au Maroc, demain, nous continuerons notre mission avec la formation des commissaires, suivie par les autres acteurs de la filière. Et bien sûr, d'autres sessions de formation pour vous, journalistes. Ensemble, nous œuvrons pour un secteur dynamique et respecté. Et les résultats de cette année, vraiment, sont satisfaisants. On a eu beaucoup de félicitations et tout ça n'aurait pas pu être possible sans le soutien de nos autorités, de l'État, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son premier ministre Ousmane Sonko et nos 2 ministres de tutelle. Et l'équipe quand même de la direction des équidés et le DAPS du ministère des Sports. Je pense qu'ils ont tous contribué à nos résultats que nous avons eus cette année. Nous leur exprimons notre reconnaissance et leurs engagements quand même dans le développement des courses hippiques. Et également, pendant la saison morte, nous n'avons pas chômé. Nous avons continué à travailler activement sur les textes et règlements, invitant tous les acteurs à participer à cette réflexion collective. Ce travail collaboratif est essentiel pour construire l'unité au sein de la filière. Notre objectif ultime est clair, parvenir à la souveraineté des courses et à la prise des paris au Sénégal. Ensemble, nous pouvons faire progresser notre secteur et offrir aux passionnés des expériences toujours plus enrichissantes. Je vous remercie tous de votre participation et de votre engagement. Je suis convaincu que les compétences que vous avez acquises lors de ce séminaire je vous remercie tous de votre participation et de votre engagement. Je suis convaincu que les compétences que vous avez acquises ici permettront d'élever le niveau de vos reportages et de contribuer au développement des courses hippiques. Continuons à travailler ensemble pour faire briller notre filière. Je remercie tous les journalistes, tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette journée. Merci.